Bienvenue à World Affairs in Context. Tout le monde, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Ali Alizadeh. Ali est journaliste et analyste politique basé à Londres et il anime une émission très populaire, Jadal, ici sur YouTube et sur plusieurs autres plateformes. Ali, ravi de te retrouver dans l'émission, c'est vraiment un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Lena, de m'avoir invité. C'est un honneur d'être à nouveau dans l'émission. Ravi de vous avoir avec nous. Commençons par les derniers développements. Il se passe énormément de choses et la semaine ne fait que commencer. Donc je suis sûre qu'on aura encore beaucoup d'événements à commenter. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran devaient se tenir au Pakistan. Mais comme les États-Unis maintiennent le blocus du détroit d'Ormuz, l'Iran a estimé qu'il n'y avait finalement aucun intérêt à se rencontrer, puisqu'il n'existe pratiquement aucun consensus sur les faits essentiels. Les deux camps se préparent militairement à une nouvelle phase d'escalade. On voit des moyens américains être déployés au Moyen-Orient presque chaque jour. Abbas Araghchi s'est rendu à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 27 avril, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Quelle est, selon vous, la portée des consultations entre l'Iran et la Russie cette semaine? Et quel est, d'après vous, l'objectif de M. Araghchi à Saint-Pétersbourg? Il faut comprendre que le récit que Trump présente au monde, et surtout au public américain, c'est qu'il est entré en guerre, qu'il a tué le dirigeant iranien, qu'il a détruit la marine, qu'il a coulé quelque chose au fond de la mer et qu'il a anéanti l'armée de l'air. En gros, il n'y a littéralement plus personne avec qui discuter ou négocier. Et à la fin, il a menacé d'effacer toute une civilisation. Puis, selon lui, les Iraniens sont venus à la table des négociations. C'est ça que Trump veut faire passer comme message. Mais du côté iranien, l'histoire est complètement différente. De leur point de vue, ils ont montré non seulement aux États-Unis et à Israël, mais aussi à tous les autres pays, leur capacité de résistance, à la fois politique, économique et militaire. Ils ont montré qu'on ne peut pas parler à l'Iran avec le langage militaire. Ils sont prêts à riposter. Et c'est très important, parce qu'en ce moment, en Iran, il y a un grand débat. Beaucoup de gens critiquent l'Iran, critiquent le fait que le pays ait accepté le cessez-le-feu au 39e jour. Selon eux, l'Iran était justement sur le point d'épuiser les missiles antiaériens des États-Unis, d'Israël et des pays du Golfe Persique. Alors pourquoi s'arrêter là? S'ils avaient continué, ils auraient pu infliger bien plus de dégâts. Et ces gens disent qu'en retour, oui, l'Amérique aurait détruit une partie du réseau électrique iranien, une partie de ses infrastructures. Mais tant pis, l'Iran a déjà montré sa capacité à encaisser beaucoup de souffrances. Donc ce ne serait pas la fin. Et ils pensent que la poursuite de cette guerre sur le plan militaire serait bénéfique pour l'Iran. Parce que maintenant, soit on va vers des négociations, soit on entre dans une zone grise, ni paix ni guerre, qui plane au-dessus de l'Iran et crée de l'instabilité, surtout pour son économie. Ou alors, l'Amérique choisira d'autres voies pour provoquer un changement de régime ou au moins affaiblir la puissance iranienne. Et là, on reviendrait encore une fois à la guerre hybride, au sabotage, à une campagne d'assassinat, à des opérations militaires clandestines, comme le Mossad l'a d'ailleurs revendiqué fièrement pour ce qui s'est passé en janvier 2026. Et ils pensent que le point fort de l'Iran, c'est le militaire. L'Iran est bien plus fort sur le plan militaire que dans la gestion de ces formes de guerre hybride. Alors ils se demandent, pourquoi s'est-on arrêté là? Pourquoi avoir accepté le cessez-le-feu? Et donc, Donald Trump doit comprendre que le nombre de personnes qui veulent retourner à la guerre est presque égal à celui de ceux qui veulent trouver des solutions diplomatiques. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce que Trump a proposé à l'Iran montre qu'il n'a pas beaucoup appris de ces 39 jours.
ou alors il a appris, mais il a vite oublié. Je ne sais pas laquelle des deux options est la bonne, parce que personnellement, je pense que Donald Trump voulait une porte de sortie dès le tout début. Et maintenant, on en sait plus. Dès le 4e ou le 5e jour, Witkoff a contacté Araghchi pour demander une forme de négociation, une sorte de cessez-le-feu. C'était donc au jour 4 ou 5. Et l'Iran a poursuivi encore 34 jours de négociations, pendant lesquels beaucoup de paramètres de la guerre ont changé. C'est là qu'on a vu tomber le mythe de l'indestructibilité du F-35. Et aussi celui selon lequel l'Iran n'avait aucun missile antiaérien, puisque l'Iran a touché des F-15, des F-18 et même des drones Tupolev. Je crois que c'était un drone Hermès. Et donc, l'Iran a montré que plus il s'enfonçait dans la guerre, plus il devenait puissant sur le plan militaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est arrivé à un moment où Trump cherchait vraiment une porte de sortie parce que le prix du pétrole avait atteint $120 et on voyait déjà le signal d'une hausse vers 130. Le marché n'allait pas bien et la chaîne d'approvisionnement commençait à en subir les effets. Trump a donc vraiment accueilli la paix et le cessez-le-feu avec soulagement. Mais peu de temps après, il a oublié tout ça. Quand le pétrole est redescendu à environ $82-83, je pense que c'est là que l'amnésie est revenue. Et il a recommencé à se comporter autrement. Il est redevenu plus agressif. Il a dit, même après qu'Araghchi ait annoncé que l'Iran allait rouvrir le détroit d'Ormuz, je ne lèverai pas le blocus. Et donc, d'une certaine manière, les Iraniens ont compris qu'ils avaient affaire à un Trump atteint d'un trouble de la personnalité multiple. Il agit différemment selon la pression qu'il subit. C'était donc une autre raison. D'une certaine manière, les Iraniens ont tiré la leçon. Mais je dois être clair, parce qu'on parle beaucoup de Kalibaf, d'Araghchi ou encore des courants les plus durs en Iran. Rien de tout ça n'est vrai. L'Iran agit comme un État. Bien sûr, il y a des factions à l'intérieur. Et les attentes du peuple, les attentes de la République sont évidemment bien plus élevées qu'avant le début de ces négociations. Parce qu'ils ont perdu leurs dirigeants, ils ont payé le prix. Et ils se disent, si on a payé le prix, on veut être en position de force. On doit être en position de force. Donc, on ne va pas revenir à la situation d'avant le 28 février. On ne va pas accepter de répondre à toutes les exigences de Donald Trump. Et Trump, lui, pense que l'Iran devrait justement accepter toutes ces demandes à nouveau autour de la table. Donc, d'une certaine manière, il y a deux récits différents. Et moi, personnellement, je pense qu'il serait très, très difficile pour l'Iran et les États-Unis d'aboutir à un accord final. Les conditions pour que cela arrive ne sont tout simplement pas réunies. Cependant, je crois qu'il y a, dans les deux pays, une volonté de maintenir cette attitude, cette posture de négociation et de bonne volonté. Parce que je pense qu'en Iran, il y a une volonté de laisser les choses en l'état sans aller jusqu'à un accord définitif. Ils comprennent que Trump ne peut pas parvenir à un accord. Mais ensuite, ils se disent « Nous avons obtenu ce que nous voulions. L'État est là. Nous avons montré au monde qui contrôle le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Nous allons le garder pour nous. Nous n'allons pas faire de compromis existentiel sur 400 kilos, ni sur le principe même de l'enrichissement, parce qu'après tout, l'enrichissement faisait partie de l'héritage de Saïd Ali Khamenei. Et y renoncer serait une forme de trahison envers le précédent dirigeant, qui était aussi un guide spirituel. Et ça, ce serait très difficile à faire accepter au public à l'intérieur du pays. Donc, d'une certaine manière, je pense que les Iraniens gagnent du temps. Mais comme ils l'ont clairement dit, leurs mains, leurs doigts aussi sont sur la gâchette parce qu'ils savent que Trump est imprévisible. Trump n'est pas seul, il subit beaucoup de pression de différents courants, surtout de la part des sionistes. Donc, en un sens, demain matin,
pourrait être un tout autre jour et Trump pourrait très bien avoir attaqué l'Iran à nouveau. Les Iraniens s'y préparent. On peut dire qu'on est entré dans une période où l'Iran n'est plus désespéré de négocier et a accepté son sort. Le fait que cette guerre n'ait pas permis d'atteindre l'objectif final de l'Iran, que j'avais évoqué, je crois, dans votre émission d'il y a environ 50 jours, c'était de rétablir pleinement la capacité de dissuasion de l'Iran. Malheureusement, cette guerre n'a pas suffi à restaurer la capacité de dissuasion de l'Iran. Elle a certes modifié l'équilibre des forces et plutôt en faveur de l'Iran. Mais ce n'est pas suffisant pour mettre fin à la guerre. Les Iraniens peuvent vivre avec ça. Ils peuvent vivre avec cette situation, se préparer au prochain épisode du conflit, si ça doit arriver, ou à d'autres formes de sabotage. Et ils savent qu'ils doivent commencer à se réajuster face à la pression économique qui va venir. Non pas tant à cause d'un blocus, mais à cause d'autres difficultés, comme les dégâts sur les infrastructures, et ainsi de suite. Mais ils peuvent supporter ces conditions. Alors si Trump pense qu'il va créer une sorte d'enfer, ni paix ni guerre, pour torturer les Iraniens lui répondront non. Nous vivons dans cette situation depuis, Dieu seul sait depuis combien de temps, disons de façon très intense depuis 14 ans et de manière un peu moins intense depuis 25 ans. Donc on a pris l'habitude de ne pas avoir de certitude sur l'avenir. C'est comme ça que je le comprends. Revenons maintenant à Moscou. D'une certaine manière, l'Iran, après le premier cycle de négociations, a envoyé quelqu'un comme Kalibaf, la personne la plus haut placée à avoir jamais négocié avec les Américains. Et du côté américain, ils ont envoyé un vice-président accompagné de 2 hommes d'affaires qui n'ont aucun lien avec le gouvernement américain et qui n'ont reçu aucun mandat populaire du peuple américain. Alors, quand ça a échoué et que les exigences des Américains sont devenues complètement déraisonnables, sans qu'ils montrent vraiment qu'ils comprenaient à quel point cette guerre avait changé leur position, les Iraniens ont commencé à agir autrement. Encore une fois, ils se tournent vers d'autres alliés. Ils leur demandent à la fois comment eux perçoivent la situation et quelles sont les conditions diplomatiques. Mais je suis sûre qu'Arakchi veut aussi demander à la Russie jusqu'où elle est prête à aider l'Iran si la guerre devait reprendre. C'est un point important. Et je pense que c'est pareil avec Oman, parce qu'Oman a été le seul pays neutre dans cette guerre parmi tous les États du Golfe Persique. Et l'Iran considère Oman comme un allié fiable et comme un ami. Et Oman a toujours été très cohérent avec l'Iran, non seulement pendant les 4 dernières décennies depuis la Révolution, mais même avant la Révolution. Oman entretenait déjà des liens stratégiques très forts avec l'Iran. Donc, d'une certaine manière, ils rendent visite à leurs amis. Parce que même si l'Iran montre beaucoup de respect envers le Pakistan, il n'y a pas une confiance totale envers ce pays. Ils savent que Hassan Munir est personnellement très proche de Donald Trump et ils savent aussi que le gouvernement pakistanais prend, au final, les besoins des Américains plus au sérieux que ceux des Iraniens. Donc, en un sens, ils ont accepté le Pakistan pour plusieurs raisons, mais avec une certaine réserve en arrière-plan, conscient qu'il n'y a pas de confiance absolue envers le Pakistan. C'est pour cela qu'Arakchi mène cette série de discussions, à la fois pour la diplomatie, mais aussi en prévision d'une guerre qui pourrait éclater à tout moment. Ali, est-ce qu'on peut dire qu'à Téhéran, on a interprété le blocus imposé par Trump comme une violation du cessez-le-feu, parce qu'on sait bien que le Liban est bien sûr au cœur de tout ça, et il y a eu cette manœuvre de Trump et de Netanyahou qui disait que le cessez-le-feu s'appliquait à tout le Liban sauf au Hezbollah, ce qui en pratique donnait à Israël le droit de poursuivre son offensive militaire contre le sud du Liban sous prétexte de combattre le Hezbollah. Mais
En mettant le Liban de côté, si on parle spécifiquement du blocus, quand l'Iran regarde ce qui s'est passé, à la lumière du blocus et de l'accord qu'il avait avec l'administration Trump, l'accord de cessez-le-feu, est-ce qu'on peut dire que l'Iran a vu là une nouvelle violation de cet accord par l'administration Trump? Je veux dire, pendant ces 39 jours, l'objectif de l'Iran n'a jamais été d'étendre la guerre de façon folle pour dominer la région ou pour la gagner de manière spectaculaire. En réalité, l'Iran a été plutôt retenu. Même si, vu de l'extérieur, ça peut sembler différent, l'Iran aurait pu frapper beaucoup plus fort dès le premier jour, à la fois les bases américaines et Israël. Mais pour des raisons militaires, en se disant que cette guerre pourrait durer, donc mieux vaut se ménager un peu. Et aussi parce qu'il ne voulait pas aller au-delà de ce que les États-Unis avaient déjà fait. L'Iran se voit comme une puissance défensive, pas offensive. C'est un point essentiel à comprendre. Beaucoup de gens disaient à l'État iranien qu'avec 2 porte-avions américains dans la région, l'assassinat de l'ayatollah Khamenei était imminent. Pourquoi ne pas attaquer Khamenei? Et la réponse de l'Iran a été « Nous n'avons jamais attaqué un autre pays de manière préventive. Ce n'est pas dans la nature de notre stratégie militaire et politique. Nous sommes une puissance défensive. Nous ne pouvons pas passer à l'offensive. Donc, si vous vous souvenez de cette guerre, si l'Amérique attaquait la raffinerie de South Pars, nous attaquions la leur. Mais nous ne déclenchons pas la guerre des raffineries. Nous ne lançons pas non plus la guerre contre les installations de dessalement. Ce sont eux qui ont attaqué les installations de dessalement sur l'île de Keshm en premier. Ensuite, l'Iran a riposté. Voilà pour le premier point. Mais l'espoir, pendant ces 39 jours d'échanges coup pour coup, c'était que l'Amérique comprenne qu'elle ne peut pas contraindre l'Iran par la voie militaire. Et c'est pour ça que chaque fois que les États-Unis essayent de déjouer l'Iran sur le plan militaire, l'Iran se redresse et dit « Non, non, c'est une violation de toute forme de négociation ou d'accord. » Dans ces conditions, nous préférons retourner à la guerre plutôt que d'avoir à nouveau votre épée suspendue au-dessus de nos têtes. Parce que vous l'avez eu là pendant de nombreuses années et nous ne l'acceptons plus. Vous voulez négocier? Très bien, faisons-le de manière neutre. Concernant la fermeture du détroit d'Ormuz, l'Iran ne le présente jamais ainsi, ne parle pas de fermeture, mais il s'agit de nos eaux territoriales, selon le droit international. Nous avons le droit de contrôler qui entre et qui sort. Et c'est à nous de décider de ne pas laisser passer certains navires venant de pays hostiles aux Iraniens. C'est notre droit. Nous ne sommes pas signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Donc c'est notre droit d'agir ainsi. Mais ce que vous faites, vous en revanche, imposer un blocus, attaquer des navires iraniens, leur tirer des roquettes, c'est illégal. C'est une action clairement illégale. Et tant que vous ne cesserez pas ces attaques, nous ne sommes pas disposés à nous asseoir pour négocier. L'Iran l'a dit très clairement. Alors, libre à vous d'essayer d'anéantir la civilisation iranienne, de tenter de plonger le réseau électrique du pays dans le noir, comme Trump l'a encore menacé, mais nous ne nous assiérons pas à la table avec vous. Je pense que si l'on regarde le comportement de l'Iran au cours des 59 derniers jours, puisque nous sommes aujourd'hui au 59e jour, l'Iran a été très clair. Même si les États-Unis envisageaient d'utiliser une bombe atomique contre lui, l'Iran ne s'assiérait pas à la table des négociations sous la menace militaire. Voilà, c'est le point numéro 1. Je pense que tout le monde en Amérique doit comprendre que Trump peut faire monter lui-même la tension dans son propre discours encore et encore. L'Iran, lui, n'accepte pas la négociation. Souvenez-vous, même au 39e jour de cette guerre, l'Iran n'a accepté un cessez-le-feu que, et seulement que,
lorsque Donald Trump a retiré sa menace d'attaquer l'Iran et son ultimatum. Quand Trump a unilatéralement abandonné cet ultimatum et a dit « d'accord, je vais le prolonger de 2 semaines », alors les Iraniens sont venus et ont dit « maintenant, nous sommes prêts à nous asseoir pour négocier ». Ce n'est pas une posture symbolique. C'est une position politique réelle et très importante, fondée sur 47 ans d'un siège d'une forme ou d'une autre, imposé par les États-Unis à l'Iran. L'Iran veut y mettre fin une bonne fois pour toutes. On n'est plus en 1990, quand les États-Unis avaient déployé tous leurs navires militaires dans la région et encerclé l'Iran avec 26 bases militaires. Pour les Iraniens, cette époque est révolue. L'ère qui avait commencé avec l'effondrement de l'Union soviétique, quand la région était entièrement occupée et dominée par les États-Unis, touche à sa fin. Et cette guerre a été un événement majeur, un catalyseur qui a accéléré cette fin. Voilà le premier point. Deuxièmement, bien sûr, l'Iran sait que les États-Unis disposent d'autres moyens de faire pression sur lui, surtout les sanctions, le gel de ses avoirs, de son argent et la création de tensions ici et là. Et l'Iran est prêt à négocier avec Washington sur ce terrain-là en échangeant une partie de son programme nucléaire ou d'autres éléments importants contre la levée ou l'assouplissement des sanctions américaines. C'est un cadre de discussion légitime avec l'Iran. Mais la condition préalable, c'est la fin de la menace militaire. Donc, en un sens, vous avez tout à fait raison. Tant que le blocus reste en place, l'Iran ne croit même pas qu'il y ait un cessez-le-feu. Du point de vue iranien, ce cessez-le-feu a été rompu depuis longtemps, et aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis se trouvent dans une zone grise, ni guerre, ni paix. Les responsables iraniens ont répété à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient trouver une issue diplomatique. Et je pense que c'est ce que notre public occidental doit vraiment essayer de comprendre. Le camp iranien a constamment montré une volonté politique et la capacité d'envoyer des délégations de haut niveau pour négocier avec les États-Unis. Ils ont d'ailleurs mené des négociations avec Washington en juin 2025, puis à nouveau en février 2026 et plus récemment en avril à Islamabad. C'est le président Trump, lui, qui n'a fait preuve d'aucune retenue et a sapé la confiance déjà fragile que les alliés comme les adversaires pouvaient encore avoir dans la capacité de son administration à agir de manière rationnelle. Et si l'on se concentre maintenant sur l'Iran et sur ses objectifs dans cette situation à la fois très mouvante et très dangereuse, quelles conditions l'Iran jugerait-il raisonnables ou équitables dans le cadre d'un éventuel accord avec les États-Unis? Je suis très content que tu aies dit ça, Lena, parce que ce n'est pas seulement pour 2025, mais même avant ça. Si on remonte à 2003, quand les États-Unis ont commencé à accuser l'Iran à propos de son programme nucléaire, l'Iran s'est assis à la table des négociations avec les 3 pays européens, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, à Saadabad. Ces discussions ont duré 2 ans. Et l'Iran n'en est sorti que lorsque George Bush, le fils George W. Bush, qui se trouvait alors au Pakistan, a menacé l'Iran. À ce moment-là, Téhéran a estimé que ça ne servait plus à rien. Pourtant, 1 an plus tard, l'Iran est revenu à une forme de négociation. Donc, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, l'Iran a toujours été partie prenante aux discussions. Ce sont les Américains qui soit étaient absents, soit quand ils venaient à la table des négociations, arrivaient avec beaucoup de menaces. À chaque fois qu'ils venaient négocier, leur marine, un de leurs porte-avions, se dirigeait aussi vers le Golfe Persique, comme une façon de menacer les Iraniens. Donc, en un sens, la partie agressive ici, ce n'est pas l'Iran. Et je pense qu'aux États-Unis surtout, les gens devraient aller demander à Donald Trump ce que Donald Trump a perdu en termes de concessions qu'il aurait pu obtenir de l'Iran, rien que dans les 59 derniers jours. Regardez ça.
La veille du début de la guerre, le 27 février, le ministre omanais des Affaires étrangères est allé sur CBS et a déclaré que les Iraniens étaient prêts à suspendre leur enrichissement pendant 5 ans. Et ils envoient aussi un signal. Parler du programme de missiles, ce n'est pas exclu. On peut en discuter quelque part. On peut trouver un moyen d'en parler aussi et d'une certaine façon, répondre aux inquiétudes des pays de la région, notamment celle d'Israël. Et regardez, Trump n'a pas saisi cette occasion. 6 heures plus tard, il a fait assassiner un dirigeant iranien. Donc, en un sens, s'il est joueur, c'est un très mauvais joueur. S'il se vante d'être un maître de la négociation, c'est un très très mauvais négociateur. Il montre une très mauvaise maîtrise de l'art du deal, parce qu'en réalité, pendant cette guerre, il a affaibli sa position bien plus qu'elle ne l'était avant. C'est pour ça que les Iraniens se disent « Tu as fait tout ce que tu voulais pour nous affaiblir. Tu as fait tout ce qui pour nous était impensable. » Nous serions terrifiés à l'idée de perdre notre dirigeant, de perdre Ali Larijani, le chef du Conseil de sécurité nationale, de perdre le commandant des gardiens de la Révolution, le ministre du Renseignement ou encore le chef du Renseignement des gardiens. En un sens, vous avez tout fait pour affaiblir notre armée, nos rangs politiques, et pourtant, nous avons survécu. Et justement, le fait même d'avoir survécu montre à quel point nous sommes forts. Nous sommes désormais trop forts pour accepter de négocier aux mêmes conditions qu'avant. C'est là tout le problème, parce que Trump refuse de reconnaître ses propres erreurs. Il ne veut pas admettre, ni confesser, qu'il a perdu cette partie à cause de sa faiblesse, en se laissant manipuler par Netanyahou, par les Israéliens et par les sionistes. C'est pour ça qu'il veut répéter, insister sur le fait que l'Iran n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire. Et ensuite, il ajoute que l'Iran n'a pas le droit d'enrichir l'uranium, ce que personne ne croira. Du point de vue iranien, l'Iran veut d'abord une garantie crédible que les États-Unis ne reviendront pas avec une nouvelle campagne d'assassinat ou ne déclencheront pas une autre guerre. Comment obtenir une telle garantie? Je pense que c'est très difficile, parce que cette garantie devrait venir de quelqu'un qui ment souvent, de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. C'est très difficile. Alors bien sûr, les Iraniens discutent avec les Chinois, ils discutent aussi avec les Russes. D'autres parties devraient peut-être être impliquées. Mais plus important encore, l'Iran doit garder suffisamment de leviers, de vrais pouvoirs, pour obliger Trump à tenir parole. Parce que d'une certaine manière, Trump en a besoin. C'est un menteur pathologique. Donc il faut qu'il soit contraint par un vrai rapport de force pour qu'il reste fidèle à ses engagements. Et ça, c'est sans doute le plus important. Il faut aussi comprendre que la question du détroit d'Ormuz est devenue, pour les Iraniens, une affaire d'importance nationale depuis environ 59 jours. Personne, ni un négociateur politique comme M. Araghchi, ni quelqu'un de plus haut placé, personne ne pourrait céder le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Pour les Iraniens à l'intérieur du pays, c'est presque comme si ce point sacré avait remplacé beaucoup de choses qu'ils ont perdues pendant ces 39 jours. Vous avez vu les fresques murales partout dans le pays. Vous avez vu les gens scander chaque soir dans les manifestations de rue que le détroit d'Ormuz est un droit inaliénable. Et ça, ce serait très difficile à mettre sur la table des négociations. Donc, d'une certaine manière, Trump doit accepter que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Bien sûr, l'Iran, pour ses propres relations bilatérales avec d'autres pays, devrait trouver des façons différentes de traiter avec la France, avec l'Allemagne, avec la Russie, avec la Chine et avec les pays africains. Et l'Iran devrait trouver une forme de relation. Parce que simplement mettre en place un dispositif de pression ne serait sans doute pas utile pour lui. Ça pourrait même nuire à ses relations directes avec d'autres pays.
et les responsables iraniens en sont conscients. Mais que les États-Unis, Israël ou l'Union européenne cherchent à rouvrir le détroit d'Ormuz par la contrainte, ça, c'est hors de question. Ce n'est pas possible, parce que les dirigeants iraniens ne le permettraient pas, et même s'ils le voulaient, la population, le peuple, ne l'accepterait pas non plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que sur le dossier nucléaire aussi, la marge de manœuvre est très limitée. Comme je l'ai dit, le programme nucléaire existe depuis 25 ans et l'Iran a payé un prix extrêmement élevé pour cela. Et cela a toujours été perçu comme faisant partie intégrante de l'indépendance de l'Iran. C'est aussi important pour les Iraniens que la nationalisation du pétrole l'était pour le gouvernement du Dr Mossadegh au début des années 50. Donc je pense que c'est très imprudent de la part des Américains de répéter sans cesse que l'Iran n'a pas le droit à l'enrichissement. C'est une question très sérieuse. Ils devraient plutôt se concentrer sur le fait que l'Iran ne doit pas aller vers la militarisation de son programme nucléaire ou qu'il doit donner des garanties suffisantes pour ne pas construire de bombes atomiques. Ça, c'est une position que les Américains peuvent défendre et même rallier d'autres pays autour de cette exigence. Et c'est tout à fait raisonnable de leur part. Mais quand ils viennent dire, après toutes ces années, après tout le prix que l'Iran a payé, il suffit de penser au nombre de scientifiques nucléaires iraniens qui ont été tués, soit par les États-Unis, soit par Israël, dans des assassinats ciblés. Et pensez au nombre de sanctions qui ont été imposées à l'Iran à cause de la question nucléaire. Et pensez aussi au fait que si l'Iran avait vraiment voulu fabriquer une bombe, il a eu tout ce temps pour le faire, toutes ces années, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. On parle de 23 ans. Donc si l'Iran est resté, même pour des raisons de façade, parce qu'en politique internationale, on n'est pas vraiment en position d'analyser les intentions ou les pensées cachées des États, eh bien, autant qu'on le sache, et autant que l'AIEA le sache, l'Iran, depuis 23 ans, n'a rien fait pour construire une bombe. Ce bilan est bien plus cohérent que celui de Donald Trump. Donald Trump, lui, n'arrive pas à tenir une seule de ses propositions, plus de 23 minutes. Donc si l'Iran est resté fidèle à sa promesse de ne pas fabriquer de bombes pendant 23 ans et qu'il n'a rien fait en direction d'une militarisation du nucléaire, je pense que c'est quelque chose que les gens aux États-Unis et dans l'Union européenne devraient reconnaître, devraient accepter. Parce que si on sort de ce cadre, comme l'Union européenne et les États-Unis l'ont fait depuis minuit, en juillet 2025, eh bien, ça veut dire qu'aucun inspecteur n'entrera plus en Iran. Il n'y aura plus d'inspecteurs de l'AIEA. Et donc, l'Iran aura les mains beaucoup plus libres pour faire ce qu'il veut. C'est là tout le problème. Je pense que si les exigences américaines devenaient plus claires, plus stratégiques, alors toi, moi ou n'importe qui d'autre, on pourrait discuter de ce que veulent vraiment les Iraniens. Mais ce qui est très confus en ce moment, c'est que Donald Trump ne sait pas ce qu'il veut. Regardez ça. Je veux dire, démanteler le JCPOA dès le premier jour, ce n'était pas du tout en phase avec la stratégie des États-Unis. Il l'a fait plutôt pour des raisons personnelles, pour attaquer l'administration de Barack Obama et dire qu'il n'était pas de bons négociateurs. Et regardez le résultat. Depuis 15 ans, enfin depuis 2017, donc depuis 9 ans, il a rendu la région beaucoup plus dangereuse. Il a permis à l'Iran d'atteindre un niveau d'enrichissement bien plus élevé et il a aussi poussé l'Iran à devenir militairement beaucoup plus fort. Donc, en un sens, il n'a atteint aucun des objectifs qu'il s'était fixés. Et je pense que c'est là tout le problème. Si les États-Unis disent « je veux empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire », alors les Iraniens peuvent commencer à discuter avec eux, dire « on peut vous donner ces garanties », on peut impliquer d'autres pays, on peut revenir aux inspections de l'AIEA, et ainsi de suite.
Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il veut. Revenons à la dernière étape, c'est 400 kilos d'uranium. Les Iraniens savent très bien que c'est la garantie, puisqu'ils sont prêts à les céder en échange de la levée des sanctions. Mais quelle est pour eux la garantie que ces sanctions seront vraiment levées? Même sous Obama, quand le JCPOA a été signé par le président des États-Unis après 2 ans de négociations, cela n'a rien apporté à l'Iran. Le système SWIFT n'a pas été rétabli. En réalité, rien n'a bougé concernant les sanctions contre l'Iran, surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz. Les Iraniens viennent donc non pas d'une, mais de 2 ou 3 expériences douloureuses, traumatisantes, où les Américains, peu importe, Trump est un cas extrême, mais même Obama et Biden n'ont pas respecté leurs promesses ni les engagements des États-Unis. L'Union européenne n'est pas digne de confiance. Elle agit comme une zone tampon qui fait gagner du temps à l'Amérique pendant que les mains de l'Iran sont liées. Donc elle non plus n'est pas fiable. Et il faut se rappeler qu'en janvier, l'Iran a traversé une période de guerre existentielle, une véritable crise où la guerre hybride était si dangereuse que l'État iranien s'est retrouvé face à une question de vie ou de mort. Alors, quand on met tout ça bout à bout, pourquoi quelqu'un penserait-il que les Iraniens sont prêts à faire à nouveau confiance aux promesses des États-Unis? Surtout maintenant qu'ils ont montré qu'ils savaient riposter et se défendre sur le plan militaire. En somme, les revendications des Iraniens sont très simples. La levée des sanctions. L'Iran donnera les garanties nécessaires. Nous ne chercherons jamais, absolument jamais, à nous doter de la bombe nucléaire. Et pourtant, je dois dire à ma grande surprise qu'il n'y a aucune volonté parmi les dirigeants iraniens de devenir une puissance nucléaire. Et je pense que ce n'est pas juste. Je pense, comme John Mearsheimer l'a très clairement dit depuis 2010, que l'Iran aurait dû devenir nucléaire depuis longtemps. Cela aurait épargné non seulement l'Iran, mais aussi toute la région, toutes ces guerres et cette instabilité. Et à part Israël, je suis convaincu que d'autres pays de la région, souvent hostiles à l'Iran, auraient eux aussi bénéficié de cette paix, une paix durable, parce qu'elle aurait apporté un équilibre dans la région. Mais malgré tout, pour des raisons religieuses et aussi pour d'autres motifs, les Iraniens ne veulent pas aller vers le nucléaire. La seule chose qui les pousserait à aller jusqu'à devenir une puissance nucléaire, ce serait si les États-Unis utilisaient l'arme nucléaire, sous quelque forme que ce soit, tactique ou non tactique, ou même s'ils brandissaient la menace d'une attaque nucléaire contre l'Iran ou contre Israël. À ce moment-là, les Iraniens se sentiraient légitimes à avancer vers le statut de puissance nucléaire. Avant cela, ils ne sont pas prêts à le faire. C'est pour ça qu'ils veulent encore rester un État au seuil du nucléaire. D'un point de vue purement réaliste, après tout ce qui s'est passé, on peut trouver cette position un peu trop prudente, mais c'est leur logique interne. En somme, ils sont prêts à donner suffisamment de garanties, mais ils veulent s'assurer qu'en face, l'autre partie respecte ses engagements. Et la seule façon d'y parvenir, c'est que l'Iran garde un certain levier. C'est aussi simple que ça. Ce qui est intéressant, c'est que le professeur John Mearsheimer, un universitaire américain, pour ceux qui ne connaissent pas ses travaux, a aussi soutenu que les États-Unis peuvent très bien vivre avec un Pakistan doté de l'arme nucléaire ou encore avec une Corée du Nord nucléaire. Et il n'y a absolument aucune raison liée à la sécurité nationale pour que les États-Unis se sentent menacés par un Iran nucléaire. Donc, je pense que nos téléspectateurs américains devraient comprendre qu'un Iran doté de l'arme nucléaire ne représente pas automatiquement une menace pour la sécurité des États-Unis. Et tout argument qui dirait « oui, mais l'Iran cherche à obtenir la bombe », alors que ce n'est pas le cas, il n'y a aucune preuve, aucun renseignement militaire montrant que l'Iran a délibérément cherché
ou souhaite chercher à militariser son programme nucléaire, eh bien, il n'y a aucune raison de croire qu'un Iran nucléaire sera automatiquement une mort des États-Unis. Et c'est un point clé très important que vous avez soulevé. Je voulais simplement le rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas bien les travaux de John Mearsheimer et les grandes questions de sécurité nationale qui concernent les États-Unis. Maintenant, un autre point que je voulais souligner, c'est bien sûr le souhait de Trump de transférer l'uranium hautement enrichi, soit à des tiers, soit peut-être à des alliés occidentaux. Et ça, une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas comme si l'Iran, par exemple, pouvait récupérer cet uranium si les États-Unis changeaient encore de position. En échange, l'Iran demande un allègement des sanctions, entre autres choses. Mais les États-Unis peuvent revenir en arrière et réimposer des sanctions à tout moment quand ils le souhaitent. Donc, on a vraiment l'impression que dès le départ, les négociations, ou du moins les points clés censés garantir des avancées réelles, ne sont pas équilibrés. Parce qu'un des éléments est réversible. Les États-Unis peuvent rétablir les sanctions quand bon leur semble. Mais bien sûr, l'uranium enrichi, ou la poussière nucléaire, comme Trump l'appelle, ne peut pas, elle, être renvoyée en Iran. Et je pense que c'est là qu'il y a un décalage dans les attentes. Et c'est sans doute pour ça que l'Iran estime que les exigences de Washington ne sont pas réalistes. Du coup, il semble qu'il y ait très peu de terrain d'entente pour relancer les négociations à ce stade. C'est un point vraiment très intéressant que tu soulèves, Léna, parce que ce genre de choses, les négociateurs iraniens ne les apprennent pas en regardant CNN ou Al Jazeera. Ils l'apprennent à la dure, à travers de nombreuses négociations et de nombreux accords entre l'Iran et les États-Unis, des accords qui, à chaque fois, ont été rompus. Et quand ces accords sont rompus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'inflation en Iran grimpe à 75%. Le chômage augmente, les gens descendent dans la rue, et là, ça devient un problème. On tire sur les manifestants. En 2019, 270 personnes sont mortes. Tout cela fragilise la cohésion sociale du pays. Ensuite, les États-Unis et l'Union européenne publient des déclarations menaçantes pour défendre les manifestants. Donc, d'une certaine manière, on demande à l'Iran de perdre, quoi qu'il arrive. On leur dit en somme, för poussière nucléaire. Et ça, d'abord, ça pourrait bien nous encourager à vous attaquer de nouveau. Et cette fois, Israël et l'Amérique pourraient même vous menacer d'une explosion nucléaire, parce qu'on sait que vous n'avez rien pour riposter. Pour l'instant, on s'arrête juste avant la menace nucléaire contre l'Iran. On dit anéantir votre civilisation, pour que les gens comprennent ou devinent que ça ne veut pas forcément dire nucléaire ou pas. Mais on s'est arrêté avant d'utiliser le mot nucléaire et avant de formuler une menace nucléaire, parce qu'on sait que dès qu'on le ferait, vous pourriez prendre ces 400 kilos de poussière et fabriquer votre propre énergie nucléaire et vous présenter comme la 10e ou 11e puissance nucléaire du monde. Donc, au moment où on sortirait cette menace, ça nous rendrait en fait plus forts pour vous attaquer à nouveau. Alors non, c'est pas un accord de paix, c'est un accord de guerre. C'est un accord qui, à coup sûr, mènera à une nouvelle vague de guerre et d'attaques. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on vous donne 3 cacahuètes en allègement de sanctions. Mais 3 mois plus tard, on vous dit « Désolé, le Congrès ne l'a pas approuvé ». Donc, ce n'est pas au président de décider. Le président ne peut lever qu'une toute petite partie des sanctions. L'essentiel des sanctions, c'est le Congrès qui les contrôle. Et le Congrès n'a pas voulu. Désolé pour ça. Et même si le président le fait, rien ne garantit que les banques et le système bancaire suivront. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015.
C'est pour ça que Saif, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, a déclaré au Council on Foreign Relations en mars 2016 que le JCPOA n'avait rien apporté à l'Iran. Zéro. Rien du tout. Je cite ces mots. C'est à ce moment-là qu'Obama et John Kerry faisaient semblant, en quelque sorte, de tout faire pour rallier les banques. John Kerry est même venu jusqu'à Londres pour parler à la City, pour essayer de lever les sanctions et les convaincre de travailler avec l'Iran. Mais les banques ont dit non. Elles ont dit « on ne veut pas », parce que dans un an, vous ne serez plus à la Maison-Blanche et les sanctions, elles, resteront. Donc non, on ne veut pas et le prochain président défera tout de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que les Iraniens ont vécu ça. C'est gravé dans leur mémoire, très profondément. Ils savent qu'ils ne vont rien donner en échange d'une promesse de Trump. Une promesse qui, pour eux, ressemble à un chèque qu'on ne pourrait encaisser que dans 6 mois. Cette confiance est brisée depuis 2017 et personne ne peut la rétablir. Oui, avant cette guerre, quand Trump faisait toutes ces fausses promesses, une partie de ce que j'appelle les libéraux pro-occidentaux à l'intérieur de l'État iranien, eux, ils y croyaient et ils insistaient encore plus. Mais la guerre a tout changé. Elle a modifié les rapports de force. Aujourd'hui, ils n'osent plus parler. Donc, d'une certaine manière, les alliés naturels des États-Unis de Trump, à l'intérieur même de l'État iranien, sont devenus beaucoup plus faibles. Et maintenant, c'est l'État, ou ce qu'on appelle l'État profond, ou disons l'État réel, celui qui pense en termes politiques, bruts, qui tient le volant. Et eux, ils ne feraient jamais ce genre de choses parce qu'ils savent que ce serait insensé. Ils savent que la moindre erreur, cette fois, pourrait déclencher une nouvelle guerre. Et peut-être un autre janvier 2026, une nouvelle phase de guerre hybride. En un sens, je ne pense pas que les Iraniens soient prêts à céder leurs 400 kilos, à moins de recevoir quelque chose de concret de la part des États-Unis. Par exemple, si Washington décidait de débloquer des avoirs, comme Obama l'avait fait, Obama avait libéré environ 150 milliards de dollars d'avoirs, envoyés sous forme de liquidités. Mais est-ce que Trump pourrait faire la même chose? Ce serait très embarrassant pour lui, parce qu'il a bâti toute une partie de sa carrière en attaquant Obama pour avoir, selon lui, donné de l'argent liquide aux mollahs. S'il refait la même chose, il va se faire attaquer par tous les démocrates et bien sûr, en coulisses, par beaucoup de ses soi-disant alliés sionistes. Ils vont le tourner en ridicule. Donc, d'une certaine manière, il a les mains liées. Il ne peut pas vraiment débloquer les avoirs de l'Iran, ni envoyer de l'argent liquide aux Iraniens. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit rien de ce genre. On ne va pas donner d'argent liquide à l'Iran. Donc, d'une certaine manière, je pense que Trump s'est piégé lui-même. Il n'a plus d'issue. Trump est très fort pour faire monter la tension encore et encore, puis soudain trouver une porte de sortie et s'enfuir. Mais cette fois, on dirait qu'il n'y a plus de Trump. Il va quitter le Moyen-Orient, il va quitter l'Asie de l'Ouest, en laissant derrière lui une région meurtrie, sans aucun résultat, comme une plaie ouverte pour les États-Unis, sans solution, et ça va lui rester sur la conscience. Ils ont donc pensé que faire ça leur serait utile. Ouvrir des plaies comme en Ukraine ne fait saigner que les ennemis. Mais cette fois, je pense qu'on verra au final que ce sont les États-Unis qui saigneront bien plus que l'Iran, la Russie ou la Chine. Ali, terminons avec une question sur l'implication de la Russie et de la Chine. Abbas Araghchi est actuellement à Saint-Pétersbourg. Il prévoit, je crois, de se rendre ensuite à Pékin. Et si je comprends bien, la Chine a joué un rôle important en aidant l'Iran, notamment sur le plan du renseignement. Parlez-nous de votre perception des relations entre l'Iran et la Chine en ce moment et quel est l'objectif de la visite d'Araghchi à Pékin? What is the goal of Araghchi's visit to Beijing?
D'une certaine manière, comme certains l'ont déjà fait remarquer, la Chine était sans doute un endroit qu'il aurait mieux valu éviter pour l'Iran. Parce que contrairement à la Russie, la Chine aurait peut-être dit à l'Iran de retourner à la table des négociations. Et on sait que la Chine a demandé à l'Iran, ou du moins lui a proposé, d'envisager des négociations et d'accepter un cessez-le-feu en expliquant que ça pouvait être bénéfique. La raison, c'est que la façon de penser de la Chine, sa logique, sa manière de calculer sont qualitativement différentes de celles des Américains. La Chine ne voit pas la réelle politique uniquement sous l'angle des gains militaires. Elle a une approche beaucoup plus globale, où l'économie, le militaire et le politique sont étroitement liés les uns aux autres. Ils veulent tous les deux le pétrole de la région. Mais la Chine, elle, ne s'intéresse pas seulement à une seule ressource dans chaque région. Elle aime les marchés et elle profite de ses liens économiques avec les pays du Golfe Persique. Donc, l'instabilité dans la région, ce n'est pas quelque chose que les Chinois souhaitent. Ils étaient donc favorables à une désescalade, de manière générale. Le blocus visait d'ailleurs à la fois l'Iran et la Chine. Trump s'est dit, maintenant que le pétrole vénézuélien n'est plus disponible pour la Chine, faisons aussi sortir du circuit le pétrole iranien, 2 millions de barils, et en plus, les 10 millions de barils par jour qui passent par le détroit d'Ormuz. Tout ça, c'est retiré du marché. Et ça, c'est parfait. On peut vraiment mettre la pression sur la Chine. En un sens, bien sûr, les Chinois veulent que cette tension militaire prenne fin le plus vite possible. Mais c'est à l'Iran de faire comprendre à la Chine qu'il fait face à une crise existentielle. Et si l'Iran n'arrive pas à la résoudre, ou s'il ne parvient pas à repousser les Américains maintenant, le problème reviendra d'une autre manière, sous une autre forme, tôt ou tard. Un Iran instable, ou un Iran en proie au chaos intérieur, serait plus dangereux pour la Chine que la situation actuelle. Regardez, c'est exactement ce qui s'est passé entre Poutine et Xi Jinping. Ils ont tous les deux signé un accord d'amitié éternelle en Chine en novembre ou décembre 2021. Et ensuite, le 24 février 2022, Poutine a lancé son attaque contre l'Ukraine. Beaucoup de gens pensaient que la Chine n'était pas contente de cette situation parce que pendant des décennies, elle avait travaillé sur l'initiative des nouvelles routes de la soie pour avoir un accès terrestre à l'Europe. Et la guerre en Ukraine a complètement bouleversé tout ça. Mais la Chine a accepté cette réalité. Elle a admis que la Russie en avait besoin pour des raisons existentielles et elle a suivi le mouvement. Je pense que tout dépend maintenant des Iraniens. Est-ce qu'ils réussiront à convaincre les Chinois de les suivre dans cette direction, en leur montrant que le bénéfice à long terme sera plus important? Je ne sais pas ce qu'Abbas Arafchian pense que ses homologues chinois vont dire, mais je suis sûre que c'est l'espoir de l'Iran. Pouvoir les convaincre, en tant qu'alliés et amis, qu'ils doivent pour l'instant y donner la priorité aux calculs militaires et stratégiques de l'Iran, plutôt qu'à leurs besoins et à leurs exigences économiques. Ali, je tiens à te remercier sincèrement d'être venu et d'avoir partagé avec moi une conversation aussi passionnante. J'ai vraiment apprécié et je suis sûre que nos spectateurs aussi. N'hésitez pas à suivre Ali sur ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo juste en dessous. Merci beaucoup Ali et j'ai hâte de te revoir bientôt dans l'émission. Merci beaucoup, Lena, de m'avoir donné cette opportunité et un grand merci aussi à votre public de m'accorder ce temps et de me permettre de m'adresser à lui.